On va commencer de- du cas Charles, Charles Manson, Charlie et ses dames. Alors, je vais faire une mini vidéo hein, parce que je ne vais pas lire grand chose. On s'occupe des introductions, des préfaces et des schtroumpfs. Comme il risque d'y avoir quelques commentaires très chiants de ma part, je préfère lire un petit passage plutôt que de partir en cacahuète. Alors, préface de Simon Liberati. Je ne sais pas qui est ce type, enfin je m'en souviens plus, mais on le saura peut-être, c'est tout petit. Voilà 50 ans que je pense à Charles Manson. Ce long compagnonnage m'a conduit à la sympathie. Je souffre avec lui. Ah, oui. Donc, les propos sont recueillis par Nuel Emmons et c'est Laurence Kent, Laurence Romance, qui, qui l'a traduit, qui en a fait la traduction et qui l'a proposé en France, que je salue par la même occasion. Alors, donc je recommence. Préface de Simon Liberati. Voilà 50 ans que je pense à Charles Manson. Ce long compagnonnage m'a conduit à la sympathie. Je souffre avec lui. Est-il mort? Il a ses avatars. J'ai vu plusieurs sosies. L'un d'eux, surtout, m'a frappé, il y a 20 ans, à Paris, non loin de la station de métro Télégraphe. Même yeux noirs, même stature minuscule, même intensité. Un autre à Miami, tout récemment, plus grand. Il avait la même manière de chasser des parasites imaginaires dans sa chevelure. Il était pieds nus, seul et fou. Ouais, la folie, c'est relatif. Hein. On s'autoproclame fou, on ne dit pas aux gens qu'ils sont fous. Dans un no man's land, près d'une autoroute. Je suis moraliste, hein, l'air de rien. Tous les hommes perdus s'appellent Charles Manson, ne rêvant pas de vivre dans une famille heureuse, mais, tel Maldoror, d'enfoncer leurs griffes dans les yeux d'un enfant. Ils n'ont pas raté leur vie, ils en ont fait un enfer, ce qui est autre chose. Ouais, ça là, je trouve ça un peu limite, quoi. Moi, j'ai plutôt l'impression que Charles Manson rêvait de vivre dans une famille aimante, justement. Mais bon, là, j'ai pas trop compris je comprends pas, là. Rêver d'enfoncer leurs griffes dans les yeux d'un enfant. Je trouve ça, mais d'une puanteur. Enfin bon. 66 ans de prison, en comptant les maisons de correction, et chaque minute passée a été épouvantable. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en sais? Ayant, dépou... Ayant dépouillé la vie de tout ce qui pouvait la rendre acceptable, il a subi ce lent supplice de la cage qu'on lui confuit par le suicide Judas ou Hitler qu'il aimait bien. Ah bon? Ou tu sors qu'il aimait bien Hitler? Je sais pas, d'après ces groupies activistes, c'était pas trop des nazis les meufs. Hein. Mais bon, je me trompe peut-être, hein, mais bon. Le livre que vous allez lire n'est pas un tissu de mensonges, il est pire. C'est un délicat mélange de la matière la plus intime et du mensonge le plus enfantin. Ah, ok. Donc déjà, il part du postulat que tout ce que dit Charles Manson de lui-même, parce que le livre s'appelle Charles Manson par lui-même, est du mensonge. Ah, moi, les introductions, comment je les sac en général? Parce que dans les introductions, les gens parlent de l'auteur pour mieux parler d'eux-mêmes. Vous voyez? C'est très hypocrite. Les paroles, souvent franches et pleines d'intelligence, mais en partie profondément venimeuses, sont celles d'un homme pour qui la vérité n'existait pas. Oui. La devise du vieux de la montagne, rien n'est vrai, tout est permis, il aurait pu la prendre, lui-même, mauvais berger et corrupteur de la jeunesse. Oh là là, au secours. Qui a-t-il aimé? Un peu les femmes, dont il parle bien, avec finesse, humour et affection. Je retiens le portrait de Sadi Maïglutz, le fardeau, la balance, qui prétendit avoir bu le sang de Sharon Tate et qui, par ses bavardages, l'a renvoyée en prison. Il ne la désirait pas, il la supportait difficilement et pourtant, il ne lui en voulait pas. Elle ressemblait à sa mère qui l'a vendue à l'âge de 5 ans contre une pinte de bière. Non mais tout ça là, c'est merdique.
En plus, les faits dont il parle, enfin, c'est mesquin. Ah, il fut tolérant, non comme le maquereau qu'on a caricaturé, mais comme un désespéré qui n'a pas peur de l'enfer et encore moins d'y entraîner les autres. Oui, c'est ça. Ce qu'il aima vraiment, plus que les femmes, ce sont la nature et la liberté, les 2 ans de vie en plein air qui ont précédé la mort de Sharon Tate. En témoignent ici ou là quelques notations rapides, un voyage à Big Sur qui lui a plu, une équipée erratique sur les traces de sa mère, le désert, cette vallée de la mort qu'il a à peine arpentée mais dont il parle bien. Bah, il a vécu dans le désert, point barre. Donc, il a à peine arpenté, mais dont il parle bien. Mais tu parles comme tu veux de ce que tu veux. T'en parles bien ou mal, peu importe. Toi, tu parles des 66 ans de prison sans y être jamais allé, mais t'en parles à sa place, connard. Et là, tu lui reproches de parler bien du désert, mais qu'il n'y aurait pas assez vécu pour en parler. Ok, voilà. Non, mais moi, je commence d'ores et déjà à montrer ce qu'on a face à Charles Manson, c'est-à-dire la pauvreté des arguments pour parler de ce personnage. Alors, ce sont les meilleures pages du livre. L'amour était dans son cœur, comme à chacun de nous. Il regrette profondément quelques heures de solitude en 68. Il ne regrette pas les meurtres, il regrette de ne pas s'être enfui seul avant les meurtres, sans ses enfants. Car il croit vraiment que sous le désert il y a la liberté. Il ne parle pas des fontaines de chocolat qu'il avait imaginées, moitié par blague, moitié pour séduire les naïfs, mais garde en lui cette idée de gamin que sous la plage de sel de la vallée de la mort, il y a un paradis semblable à celui de la reine Sibylle. Non, il a juste lu Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, qui, rappelons-le, avant d'être un film interprété notamment par Johnny Depp, est un livre de Roald Dahl. Il ne regrette pas les crimes. Subtilement, il s'en détache. Mais c'est faux. Il ne fut pas le génie du mal que le procureur Bugliosi a construit dans Helter Skelter, mais c'est un livre, mais et pas que l'album des Beatles. En fait, Bugliosi, qui était le procureur du procès pour l'affaire, a construit une théorie comme quoi les meurtres étaient basés sur l'album Helter Skelter des Beatles, sur l'album ou la chanson. Et il est parti en cacahuète, ce gars. Hein. Et du coup, c'est lui qui a fait de Charles Manson un gourou inspiré lui-même des Beatles pour commettre des crimes qui, dans les faits, n'a pas commis. Voilà. Donc, je suis obligée de parler de ça pour expliquer à quel point là, ce qu'on est en train de lire, je ne sais pas qui est ce type. Simon Liberati. Je ne sais pas qui est ce type. Donc, il ne fut pas le génie du mal que le procureur Bugliosi a construit dans Helter Skelter, mais le fruit d'une mauvaise alchimie. La rencontre d'un voyou musicien intelligent et rêveur, au cœur plein de rancune, et de l'été, de l'amour qui amena des jeunes filles bien élevées à abandonner leur vie bourgeoise, non, des jeunes filles intelligentes, et à le suivre sur des sentiers qui ne menaient nulle part dans cette Californie encore pleine de sortilèges datant du vieux cinéma muet et du diabolisme indien. Manson innocent, oui, avec un procureur différent et sans cet extraordinaire numéro de diable qu'il a fait aux jurés et aux photographes, il n'aurait sans doute pas payé pour les meurtres. Il devait concentrer les peurs, incarner la figure du mal dont la société d'alors aurait besoin pour détacher la culture populaire du vent dionysiaque et en tirer les produits consommables. Manson n'avait pas tort de se prendre pour le Christ. Il a souffert pour nos péchés pendant toute la seconde moitié du siècle dernier. En lisant ses souvenirs, j'ai eu le plaisir que décrit Proust à propos de Ruskin et de Venise. Revoir sous un angle neuf des scènes que je connais par cœur, la mort du gentil professeur de musique à Topanga, la nuit de Cielo Drive, vue de l'arrière, à Span Ranch,
l'absurde randonnée du lendemain de la vieille Ford Fairlane, mythologie. Bien sûr, Manson charge ses jeunes complices, mais sa manière de faire est pleine de délicatesse. Le visage de la révolte absolue se dévoile dans ce travail de dentelière. Mêler le faux et le vrai afin de tromper l'adversaire, qu'il s'est choisi en se taillant la croix gammée au front. La justice américaine, les gens honnêtes, les filles qui l'ont trahi, vous, moi, tout le monde, sauf les coyotes. Ouais, là, il abuse un peu, hein, parce que quand on voit les scènes d'audience, Charles Manson est tout sauf un calculateur. Déjà, je ne sais même pas s'il sait faire une division, c'est pour vous dire. Diviser pour mieux régner, c'est pas trop son credo. En fait, Charles Manson vit dans une spontanéité absolue. C'est quelqu'un de timide. C'est pas du tout le personnage. Et il est toujours mort de rire parce il a traversé le miroir et depuis bien longtemps. En fait. Il est mort de rire parce qu'il est dans l'ironie. C'est-à-dire qu'il se moque de lui-même. Il ne se moque pas du reste du monde. Il suffit d'entendre les réponses. Vous trouverez euh, comment dire, des morceaux des procès de Charles Manson. Sa manière de répondre est tellement intelligente, spontanée, juste et, et ahurie au vu des circonstances qu'on ne peut pas lui prêter cette affabulation de manière si légère sans être soi-même un gros connard, j'ai envie de dire. Le gars là, il est en train de salir la mémoire de quelqu'un qui n'a tué personne. Et encore. Bon, ça c'est à démontrer, mais apparemment, tous les crimes qu'on lui a imputés ont par la suite démontré qu'en fait il n'était pas responsable, il n'était pas physiquement. La seule personne qu'il a essayé de tuer était au jugement et il n'a pas réussi à le tuer. Et il l'a tué parce que le gars lui-même essayait de tuer une fille. C'est-à-dire il a essayé de tuer quelqu'un pour défendre une fille qui était en danger de mort. Ce qui n'est pas du tout le portrait que nous fait ce gars. Donc je ne sais pas qui est ce Simon Liberati, mais euh, ce mec est un connard. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que je suis déjà bien énervée. Alors, ça y est, je me suis énervée.